Vous avez vu le retournement de situation, entendu le verset biblique cité, et peut-être même débattu de ce qui brille dans cette mallette. Mais derrière les dialogues percutants et le statut culte de Pulp Fiction se cache une mine d'anecdotes étranges, surprenantes et insolites que la plupart des fans ignorent. Eh bien, rejoignez-nous aujourd'hui pour un voyage à la découverte de 20 faits insolites sur le film Pulp Fiction que vous ignoriez peut-être. Il a remporté le Palme d'Or au Cannes 94, récompensant le meilleur film du festival. Au printemps 1994, Pulp Fiction a remporté le prix le plus prestigieux d'Europe au Cannes Film Festival, réputé pour récompenser le cinéma d'auteur. Malgré son sujet, des tueurs à gages discutant de massage de pieds et d'overdose d'héroïne, Pulp Fiction a remporté la Palme d'Or, la plus haute distinction du festival. Lorsque Tarantino est monté sur scène pour recevoir son prix, certains spectateurs l'ont hué, tandis que d'autres lui ont offert une ovation debout. Du jour au lendemain, Tarantino est devenu une star internationale et le succès du film a fait de Miramax Films un studio dominant pour le reste de la décennie. Le fétichisme des pieds de Tarantino est flagrant. Quentin Tarantino n'est pas seulement connu pour ses dialogues incisifs, il est aussi, comme chacun sait, obsédé par les pieds. Pulp Fiction est sans doute l'un des exemples les plus évidents de cette obsession qu'il met en scène à l'écran. Tout au long du film, on voyait de nombreux plans de pieds nus de femmes. Le plus mémorable était celui de Mia Wallace, interprétée par Uma Thurman, marchant pieds nus dans le bar Jack Rabbit Slims avant sa danse avec Vincent Vega. Plus tard, allongée sur le canapé après avoir consommé de l'héroïne, la caméra s'attardait sur ses pieds. Mais cela ne s'arrête pas à Mia. Faben, la petite amie française de Butch, est présentée par un long plan sur ses pieds nus dans une chambre d'hôtel. On retrouve également la fameuse conversation entre Jules et Vincent à propos des massages de pieds. Tarantino a d'ailleurs admis en interview avoir un faible pour les pieds et ne s'en cache pas. La mort de Marvin était en partie improvisée. Compte tenu de la violence du film, la disparition de Marvin se distingue par sa soudaineté et son humour. La scène, qui survient après que Vincent Vega et Jules Winfield ont survécu à une fusillade et s'enfuient en voiture avec un jeune homme nommé Marvin à l'arrière, les montre discutant nonchalamment du destin et des miracles. Vincent se tourna pour poser une question à Marvin et lui fit exploser la tête par accident. Beaucoup de fans ignoraient que la majeure partie de la conversation et des réactions dans cette scène étaient improvisées. Tarantino aurait initialement prévu dans le scénario que Vincent tire sur Marvin. La voiture était hors d'usage et ils firent appel à un homme de main. Dès le début du tournage, Samuel L. Jackson et John Travolta échangeaient des répliques avec une intensité spontanée. Jackson était censé réagir en disant « Tu as heurté une bosse » ou quelque chose comme ça, et Travolta en se défendant. « Je n'avais pas l'intention de tirer sur ce fils d'abeille. » Titch. Le coup est parti. Mais ces répliques n'ont pas été prononcées comme prévu dans le scénario. Au lieu de cela, ils ont créé un moment de comédie noire devenu l'une des scènes les plus citées du catalogue de Tarantino. Harvey Keitel a tourné ces scènes en seulement 2 jours. Lorsqu'il incarnait Winston le Loup, il était parfaitement crédible, car il devait être calme, élégant et efficace, arrivant pour nettoyer le carnage sanglant causé par Jules et Vincent. Il donnait des instructions comme un général. Le personnage était tellement emblématique que beaucoup pensaient qu'il l'avait incarné d'innombrables fois pour qu'il le devienne. Mais voilà le hic. Keitel a tourné toutes ces scènes en seulement 2 jours. Toute la présence du loup dans Pulp Fiction, de son premier coup de fil à la poignée de main finale, a été filmée en 48 heures. D'après les producteurs Lawrence Bender et Tarantino lui-même, le calendrier serré était dû à la disponibilité limitée de Keitel, engagé sur d'autres projets et qui n'avait accepté de participer qu'à condition de respecter des délais stricts. Son implication a également été précieuse pour Pulp Fiction. Keitel fut l'un des premiers à soutenir le film et a usé de son influence pour obtenir les financements nécessaires.
Non seulement il a interprété un rôle légendaire en 2 jours, mais il a aussi contribué à donner vie au film tout entier. Le film ne présente aucun logo de studio au début. Si vous devez revoir Pulp Fiction, soyez attentifs. Vous remarquerez peut-être quelque chose d'inhabituel. En effet, avant même le premier dialogue, aucun logo de studio n'apparaît. Ni Miramax, ni A-Band Apart, ni même la traditionnelle musique orchestrale qui signale une production de studio. Le film débute par un simple écran noir, suivi de la définition du mot « pulp » dans un dictionnaire. Tarantino l'a confirmé, expliquant que c'était intentionnel. Il voulait donner le ton dès la première seconde. Il a ajouté « Ce ne serait pas une expérience hollywoodienne classique. » En faisant l'impasse sur le générique traditionnel et en présentant directement la définition en caractères blancs, pulp étant une masse molle, humide et informe de matière, un magazine ou un livre au contenu racoleur, le réalisateur a su maintenir l'intérêt du spectateur pour l'esthétique et l'esprit des romans et magazines de fiction populaire d'antan. Immédiatement après la définition, on découvre la scène chaotique du restaurant où Pumpkin et Honey Bunny préparent un braquage à main armée. Cette décision allait bien au-delà de la simple suppression des logos. C'était la façon pour Tarantino d'affirmer que les règles ne s'appliquent pas ici et que Pulp Fiction jouera selon ses propres règles. Tarantino a écrit le scénario à Amsterdam. Le scénario de Pulp Fiction n'a pas été écrit à Hollywood, ni dans un studio d'écriture d'une grande ville. Une grande partie a été écrite pendant que Quentin Tarantino vivait à Amsterdam, passant, paraît-il, de nombreuses heures dans la rue à fumer cigarette sur cigarette et à griffonner des notes dans les cafés. Tarantino venait de terminer Reservoir Dogs et était salué comme une nouvelle voix du cinéma indépendant. Pourtant, au lieu de rester à Los Angeles, il partit pour l'Europe, apparemment pour échapper à la pression et en partie pour trouver l'inspiration. Cela explique aussi pourquoi Pulp Fiction regorge de références européennes, notamment dans les dialogues de Vincent Vega. Lorsque Vincent et Joel évoquent les différences entre l'Amérique et l'Europe, ils mentionnent le royal avec fromage, les bords de pommes de terre et l'absence de pourboire. Ces observations culturelles ne sont pas fortuites, mais directement inspirées des expériences vécues par Tarantino à Amsterdam. En effet, dans des interviews, Tarantino a raconté avoir mangé des hamburgers dans des fast-food néerlandais, tout en prenant des notes sur ce sentiment d'étrangeté et en s'imprégnant de cette dissonance culturelle. Le restaurant Jack Rabbit Slim's a été entièrement créé de toutes pièces. L'un des décors les plus importants du film Pulp Fiction était ce restaurant, où Vincent Vega emmenait Mia Wallace dîner. Et une surprise de taille s'y est produite avec ses sosies d'Elvis, ses serveuses à l'effigie de Marilyn Monroe, ses cabines de cinéma vintage et son sol à damier. L'endroit paraissait si réel que de nombreux spectateurs ont cru qu'il avait été tourné dans un véritable diner des années 1950 quelque part à Los Angeles. Pourtant, le Jack Rabbit Slim's n'existait pas et a été entièrement construit de toutes pièces dans un studio à Culver City, en Californie. Il semblerait qu'il ait été spécialement conçu pour correspondre à la vision onirique et fiévreuse de Tarantino, imprégnée de culture pop. Le décor est devenu tellement légendaire que des répliques ont été construites dans le monde entier après la sortie du film. Bruce Willis a accepté une réduction de salaire pour ce rôle. Au moment où Pulp Fiction s'apprêtait à entrer en production, Bruce Willis, déjà une star hollywoodienne de premier plan grâce à ses rôles dans des blockbusters comme Piège de cristal et Le Dernier Samaritain, percevait les salaires des grands studios. Il était déjà habitué aux rôles principaux, aux scènes d'action spectaculaires et aux cachets importants. Pourtant, un événement inattendu se produisit lorsqu'il signa pour Pulp Fiction. Ce film indépendant au budget minuscule le poussa à accepter une réduction de salaire pour y participer. La plupart des professionnels d'Hollywood y virent un pari risqué pour sa carrière. Malgré le succès modeste de Reservoir Dogs, Willis n'était pas encore un réalisateur de renom, Tarantino. Il accepta d'incarner Butch Coolidge,
un boxeur malchanceux, mais fidèle à un code d'honneur, et ce choix s'avéra judicieux. Ce rôle permet à Willis d'interpréter un personnage plus réaliste que son habituel héros d'action à la répartie facile. La scène de l'overdose de Mia a été filmée à l'envers. Vous souvenez-vous de la scène où Mia Wallace fait une overdose d'héroïne après avoir confondu l'héroïne de Vincent Vega avec de la cocaïne et l'avoir sniffée? Mia s'effondre alors dans ses bras, du sang coulant de son nez et son corps se convulsant après une course chaotique et urgente jusqu'à chez son dealer, scène qui se termine par une séquence terrifiante où Vincent lui injecte une seringue d'adrénaline directement dans le cœur. Pages 221 à 231. Cette scène a offert un moment de pure tension cinématographique. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'instant où l'aiguille pénètre dans la poitrine de Mia n'a pas été filmé de cette façon. L'aiguille n'a jamais été dirigée vers Uma Thurman, car la prise a été filmée à l'envers par mesure de sécurité. Voici comment cela s'est passé. John Travolta avait déjà la seringue pressée contre la poitrine d'Uma, puis l'a tirée brusquement vers le haut, comme pour la retirer. La séquence a été inversée au montage pour créer l'illusion qu'il la poignardait. Un simple trucage a permis d'obtenir un effet saisissant, sans effets spéciaux numériques ni trucage. Cette technique a permis de s'assurer que Thurman ne soit pas blessé et a également évité le recours à des prothèses risquées ou à des dispositifs dangereux. Cela conférait également à la scène une énergie étrange, presque onirique, qui se mariait parfaitement avec le ton du film. Le mouvement inversé donnait au coup un rythme saccadé qui accentuait l'horreur et le malaise de ce qui se passait. Travolta a improvisé sa célèbre danse. Pour ceux qui ont vu le film, voir Vincent Vega, John Travolta, glisser sur le sol, une cigarette à la main, et Mia Wallace, Uma Thurman, imiter chacun de ces mouvements est une scène véritablement remarquable et inoubliable. Ce que beaucoup de fans ignorent, c'est que la danse de Travolta était en grande partie improvisée et que son charme résidait justement dans son côté décalé. Lorsque Tarantino a écrit cette scène, il n'avait, semble-t-il, qu'un seul objectif: rendre hommage au concours de danse des années 1960 et à la culture pop vintage, car c'était le genre de choses qu'on ne trouvait que dans les magazines populaires et les séries télévisées qui ont inspiré le film. Il avait apparemment une idée très précise de ce que devait être la danse. D'après des interviews de Tarantino et Travolta, le réalisateur ne lui a donné qu'une seule consigne: « Je veux que tu danses comme dans La fièvre du samedi soir. La seule différence, c'est que cette fois, tu es sous héroïne et que tu essaies de ne pas avoir l'air cool. » Travolta s'est emparé de cette idée et l'a développée en y intégrant des clins d'œil à la danse classique, notamment des mouvements de la série télévisée Batman, comme The Swim, The Monkey, et même quelques pas improvisés. Travolta aurait déclaré dans plusieurs interviews qu'il était ravi de danser à nouveau à l'écran, d'autant plus que c'est précisément ce qui a lancé sa carrière dans La fièvre du samedi soir. Le portefeuille Bad Mother * Cocker appartenait à Tarantino. L'un des accessoires les plus drôles du film Pulp Fiction était le portefeuille de Jules Winfield. Après avoir prononcé son discours enflammé et repris le contrôle de la situation lors du braquage du restaurant, Jules a dit à Pumpkin de récupérer son portefeuille parmi d'autres. Quand Jules lui a demandé lequel était le sien, il a répondu nonchalamment: « C'est celui où il y a écrit « Bad Mother ***». Et là, il était là. Un simple portefeuille marron avec ces mots brodés en gros sur le devant. Ce que beaucoup ignorent à propos de ce portefeuille, c'est qu'il ne provenait pas du département des accessoires. En effet, il n'a pas été conçu pour Samuel L. Jackson ni pour son personnage. Il appartenait à Quentin Tarantino lui-même. Et, d'après les rumeurs, Tarantino se l'était offert dans une boutique de gadgets bien avant le tournage du film. Il l'adorait tellement, paraît-il, mais décida tout de même de l'offrir à Jules, car il estimait qu'il illustrait parfaitement la transformation du personnage, passant d'un tueur à gages impitoyable à un berger calme et contemplatif. Après la sortie du film, le portefeuille devint si célèbre que des répliques inondèrent le marché.
Aujourd'hui encore, on peut se procurer en ligne un portefeuille Bad Mother, un portefeuille orné de l'étoile Bad Mother. Mais un seul est l'original, et il se trouvait dans la poche arrière de Tarantino. Le mot FK est prononcé 265 fois. Pulp Fiction ne fait pas dans la demi-mesure en matière de dialogue cru et sans filtre. Plus précisément, le film utilise le mot FK pas moins de 265 fois. Cela représente près de 3 fois par minute pendant les 154 minutes que dure le film. Pour vous donner une idée, à sa sortie en 1994, Pulp Fiction était considéré comme l'un des films les plus vulgaires de l'histoire du cinéma hollywoodien. Car le film ne se contentait pas d'utiliser le mot « putain » comme épice, mais s'en servait aussi comme ponctuation, rythme, ressort comique, effet de choc et pour approfondir les personnages. La raison de cette profusion de grossièreté résiderait dans la volonté de Tarantino de créer un réalisme à travers des dialogues stylisés. Pour lui, les gangsters ne parlent pas et ne devraient pas parler, comme des méchants de cinéma bien rodés. Ils sont censés divaguer, se disputer, jurer et se contredire comme de vraies personnes. Quand Joel et Vincent parlaient de hashish à Amsterdam, de massage de pieds ou du nom des cheeseburgers en France, le mot en F leur venait naturellement, comme une seconde nature. C'était aussi une arme redoutable pour des personnages comme Jules Winfield et Marcellus Wallace, qui s'en servaient pour affirmer leur domination, exprimer leur rage ou désamorcer les tensions par un humour noir. Même des personnages comme Pumpkin et Honey Bunny le lançaient avec une insouciance débridée alors qu'ils se préparaient à braquer un restaurant, ce qui donnait au dialogue une énergie chaotique. Le film a été réalisé pour seulement 8 millions de dollars. La plupart des gens ont du mal à croire que ce film, qui a contribué à redéfinir le cinéma moderne, révélant ainsi Tarantino au monde entier et relançant la carrière de John Travolta, ait été réalisé avec un budget aussi modeste. Cela nous surprend tous, car à Hollywood, c'est une somme dérisoire, surtout si l'on considère l'importance du casting et l'impact culturel durable du film. Concrètement, 5 millions de dollars du budget total auraient servi à payer les acteurs, ne laissant que 3 millions pour le reste. Décors, costumes, pellicules, matériel de tournage, lieux de tournage et post-production. Pas de décors somptueux, car chaque dollar devait être judicieusement dépensé. Et Tarantino, avec l'aide de producteurs comme Lawrence Bender et du producteur exécutif Harvey Weinstein, a réussi le pari. Même le Jack Rabbit Slims, bien qu'étant un décor construit, a été réalisé avec des matériaux économiques comme le contreplaqué et une équipe réduite au minimum. La production a misé sur une réalisation ingénieuse, des éclairages mis en place rapidement et un planning de tournage serré pour respecter les délais. Uma Thurman a failli refuser. Difficile d'imaginer Pulp Fiction sans elle, car son interprétation de Mia Wallace, aussi mystérieuse que stylée et imprévisible, est devenue l'un des éléments les plus emblématiques du film. De son humour pince sans rire à son concours de twist, en passant par cette scène d'overdose terrifiante, elle a livré une performance magistrale et naturelle. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Elle a failli refuser le rôle. À l'époque du tournage, Thurman était une actrice montante, connue pour ses rôles sulfureux et ses prestations dans des films comme La liaison dangereuse et Henry et June. Pulp Fiction représentait une toute autre aventure, un univers nouveau pour elle, bruyant, violent, d'un humour noir et anticonformiste. Lorsque Tarantino lui a envoyé le scénario pour la première fois, elle aurait hésité. Selon plusieurs interviews, Thurman avait de sérieuses réserves quant au ton du film et à l'intensité de la scène de l'overdose de Mia. Tarantino, cependant, était catégorique, car il était convaincu qu'elle était la seule actrice capable de rendre Mia Wallace à la fois dangereuse et vulnérable, froide et tragique. Alors, comme elle n'a pas immédiatement accepté le rôle, il l'aurait appelée et aurait eu une longue conversation avec elle, au cours de laquelle il lui aurait lu le scénario à voix haute, page par page. Touché par l'engagement de Tarantino,
Elle a finalement accepté, s'investissant pleinement dans le rôle et collaborant étroitement avec lui sur l'apparence du personnage, sa voix et surtout cette coupe au carré noir emblématique. Le résultat fut une performance marquante qui a défini sa carrière et fait de Mia Wallace une icône de la mode et un déguisement d'Halloween. Son choix audacieux s'est avéré payant, lui valant une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Sa collaboration avec Tarantino ne s'est pas arrêtée là. Ils se sont retrouvés plus tard pour Kill Bill, où elle incarnait un autre personnage inoubliable, celui de la mariée. Tarantino voulait incarner Jules lui-même. Avant que Samuel L. Jackson ne fasse de Jules Winfield l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire du cinéma, Quentin Tarantino avait un temps envisagé de jouer le rôle. Il rêvait d'être ce tueur à gages philosophe, amateur de vengeance biblique et critique acerbe des cheeseburgers. La plupart des gens se demandent sans doute pourquoi. Il semblerait que Tarantino ait toujours été un admirateur du cinéma à petit budget, où les réalisateurs tiennent souvent eux-mêmes les rôles principaux. Il aimait aussi écrire ses propres rôles. Et à l'époque, avant que Pulp Fiction ne devienne un phénomène culturel, l'idée ne paraissait pas saugrenue. Après tout, il avait déjà joué dans Reservoir Dogs le rôle de Mr. Brown et adorait être sur scène. Tout a basculé le jour de l'audition de Samuel L. Jackson. Sa première audition ne lui permit pas d'obtenir le rôle, et un autre acteur, Paul Calderon, était pressenti comme favori. Furieux et déterminé, Jackson retourna à Los Angeles pour une seconde audition. Il serait entré dans la pièce furieux, plein d'assurance, et se serait totalement approprié le personnage de Joel. La légende raconte qu'il aurait intimidé tout le monde et qu'une fois son intervention terminée, Tarantino se serait tourné vers le producteur Lawrence Bender et aurait simplement déclaré « Nous avons trouvé Jules. Doiko Douche. » Se séparer de Jules fut sans doute l'une des meilleures décisions que Tarantino ait jamais prises pour le bien du film. Et Jackson a insufflé au rôle une dimension menaçante, humoristique et spirituelle qui est devenue instantanément iconique. Travolta s'est documenté sur l'héroïne en prenant des bains de vin. De son débit somnolent à son expression à moitié absente et hébétée, il a parfaitement incarné l'aura d'un tueur à gages professionnel sous l'emprise de l'héroïne. Le plus fascinant reste sa préparation pour ces scènes. Plutôt que de s'en remettre à son imagination ou de regarder des documentaires, Travolta a opté pour une autre approche, consulter un ancien héroïnomane qui lui a fait une suggestion étonnamment précise. Si tu veux comprendre ce que l'héroïne fait ressentir, bois de la tequila ou du vin, prends un bain chaud et laisse-toi porter. C'est ce qui s'en rapproche le plus légalement. Travolta a pris le conseil au sérieux. Il a bu du vin, s'est glissé dans une baignoire brûlante et y est resté des heures. Son but était d'imiter cet état de flottement et de détachement souvent décrit par les consommateurs d'héroïne. Il ne s'agissait pas de simuler la drogue au sens strict du terme. Il voulait saisir ce dépaysement intérieur, la lenteur de la pensée et cette sensation de flotter entre deux mondes. Cela peut paraître étrange, mais le résultat est convaincant. La performance de Travolta lui vaut une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur et confirme son retour en force après des années de rôle en déclin. Michael Madsen devait incarner Vincent Vega. Avant que John Travolta n'enfile le costume noir, le rôle aurait été écrit spécialement pour Michael Madsen. Tarantino venait de travailler avec lui sur Reservoir Dogs, où il interprétait le tristement célèbre Mr. Blonde, le gangster sadique et arrogant qui dansait sur « Stuck in the Middle with You » avant de couper l'oreille d'un policier. Et Madsen a livré une performance magistrale, ce qui a incité Tarantino à le faire revenir. Lorsque Tarantino a commencé à développer Pulp Fiction, il a créé spécifiquement le personnage de Vincent Vega pour Madsen, l'imaginant comme le frère de Mr. Blonde. On a même évoqué un spin-off sur les frères Vega qui réunirait Monsieur Blond, Vic Vega et Vincent dans un bain de sang façon préquelle,
l'idée étant d'étendre l'univers criminel de Tarantino en reliant Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Cependant, des problèmes d'emploi du temps ont empêché ce projet, car Madsen s'était déjà engagé sur le western épique de Kevin Costner, Wyatt Earp, et le tournage de ce dernier chevauchait celui de Pulp Fiction. Bien qu'il ait été, semble-t-il, le premier choix de Tarantino, Madsen refusa le rôle. Tarantino, déçu mais déterminé, se tourna alors vers John Travolta. À l'époque, la carrière de Travolta était en net déclin. Il était surtout connu pour son rôle phare dans le film La fièvre du samedi soir en Grèce, des années 1970. Les années 1980 et 1990, il avait enchaîné les films tombés dans l'oubli. Par ailleurs, Michael Madsen aurait exprimé plus tard de profonds regrets d'avoir manqué le rôle dans Pulp Fiction, admettant dans des interviews que c'était l'une des décisions professionnelles les plus difficiles de sa vie. Samuel L. Jackson a failli perdre le rôle. Lors du casting, un autre acteur, Paul Calderon, a livré une audition remarquable pour le rôle de Jules, si convaincante qu'elle a impressionné Tarantino et qu'il a failli obtenir le rôle. Quand Jackson a appris cela, il était furieux car sa première audition ne s'était pas bien passée. Au lieu de se décourager, il a redoublé d'efforts. Il est retourné à Los Angeles à ses propres frais pour une seconde audition. Cette fois, il ne s'est pas contenté d'auditionner, il a marqué les esprits. En entrant dans la pièce, Jackson était, semble-t-il, intense, concentré et intimidant. Il aurait fait une entrée fracassante, débordant de conviction et captivant l'attention de tous. D'après les témoins, dès qu'il eut terminé, un silence de mort s'installa dans la salle. Tarantino déclara alors sans hésiter « Nous avons trouvé Jules ». Dès lors, il ne faisait plus aucun doute que Jackson aurait décroché le rôle. Cette performance lui valut une nomination aux Oscars et le propulsa définitivement au rang de star hollywoodienne. Cela donnait aussi au film sa dimension morale, ce qui était ironique vu qu'il incarnait un tueur à gages. C'est là toute la force du film. Jules était le personnage qui évoluait, qui se remettait en question, qui cherchait à fuir la vie. Tout cela aurait presque été impossible si Jackson ne s'était pas emporté, n'avait pas acheté ce billet d'avion et n'était pas retourné dans cette salle d'audition comme si elle lui appartenait. L'histoire du cinéma aurait pu être bien différente. Sa détermination lui a non seulement permis d'obtenir le rôle, mais a aussi donné à Pulp Fiction sa voix, son intensité et son âme. Personne ne sait ce que contenait la mallette. Le mystère le plus célèbre de toute la littérature populaire, c'est la mallette. Oui, cet objet précieux qui a été au cœur de tant d'intrigues. L'objet que Vincent et Jules étaient chargés de récupérer et que Pumpkin et Honey Bunny ont tenté de voler. Marcellus Wallace le convoitait ardemment. Mais le plus surprenant, c'est que nous n'avons jamais su ce qu'il contenait. Lorsque Vincent a ouvert la mallette, nous n'avons aperçu qu'une lueur dorée illuminant son visage. Il a prononcé un seul mot, « magnifique ». Et ainsi, Tarantino a laissé le public dans l'expectative, refusant toute explication, ce qui a immédiatement donné lieu à une avalanche de théories. Certains pensaient qu'il s'agissait de l'âme de Marcellus Wallace en raison de l'étrange détail du pansement sur sa nuque, là où, selon la légende, le diable l'aurait extraite. D'après cette théorie, la mallette brillait car elle contenait quelque chose de divin ou de métaphysique, ce qui expliquerait pourquoi la combinaison du cadenas était 666, le nombre de la bête dans la Bible. D'autres ont avancé qu'il s'agissait de lingots d'or ou de diamants, tandis que certains pensaient qu'il ne s'agissait que d'un artifice scénaristique sans véritable contenu, destiné à faire avancer l'histoire. En réalité, selon Tarantino et son co-scénariste Roger Avary, la mallette n'a jamais rien contenu de précis. L'ambiguïté était voulue, laissant délibérément place à l'imagination du spectateur. La lueur dorée provenait d'une ampoule dissimulée à l'intérieur de la mallette, lui conférant une aura mystérieuse et céleste. Tarantino aurait déclaré vouloir que les spectateurs projettent leurs désirs ou leurs peurs sur la mallette. En n'en révélant jamais le contenu, il a entretenu le mystère et alimenté le débat,
même des décennies plus tard. La chronologie du film est totalement décousue. Quand on pense à Pulp Fiction, on se souvient de scènes inoubliables comme le concours de twist entre Vincent et Mia, Jules citant le livre d'Ézéchiel avant un meurtre, le sauvetage par Butch avec son sabre de samouraï, ou encore le braquage haletant du restaurant. Pourtant, beaucoup ne réalisent pas immédiatement qu'aucun de ces moments ne se déroule de façon linéaire. Le film entier est structuré comme un récit non linéaire, les événements étant présentés dans un ordre chronologique désordonné, et ce, avec une précision chirurgicale. Au premier abord, cela peut paraître aléatoire, car le film s'ouvre sur Pumpkin et Honey Bunny, qui prévoient de braquer un restaurant. Puis, on retrouve Jules et Vincent en route pour récupérer la mallette de Marcellus Wallace. On passe ensuite directement à la soirée de Vincent et Mia, même si, chronologiquement, cela se passe après le vol de la mallette. Le match de boxe de Butch et sa trahison ont lieu avant que Vincent et Jules ne se rendent au restaurant, et la mort accidentelle de Marvin survient avant le décès de Vincent dans l'appartement de Butch. Les scènes finales nous ramènent au restaurant, revenant sur le braquage de Pumpkin et Honey Bunny. Mais cette fois-ci, le récit est vu du point de vue de Joel, illustrant sa transformation et sa décision de quitter ce milieu. Le procédé a été volontairement désorientant. Quentin Tarantino n'aurait pas seulement mélangé les chronologies pour créer un effet de surprise, il l'aurait également fait pour souligner avec plus d'impact l'évolution du personnage. Par exemple, si le film était monté chronologiquement, l'éveil spirituel de Joel, lorsqu'il épargne Pumpkin et Honey Bunny et déclare s'efforcer d'être le berger, se serait produit très tôt, bien avant qu'on le voie commettre un acte de violence. Cela aurait amoindri l'impact de sa transformation. En plaçant ce moment à la fin, Quentin Tarantino en a fait une conclusion, une sorte de soulagement moral après un film chaotique. Si le film était remonté dans l'ordre chronologique, il n'en resterait qu'une histoire policière assez classique. Mais en le laissant dans un état décousu, il acquiert une dimension plus poétique. Il invite les spectateurs à réfléchir, à revoir les scènes et à reconstituer eux-mêmes le puzzle, ce que Tarantino souhaitait également. Cette approche aurait révolutionné la narration cinématographique. Après le roman noir, la narration non linéaire s'est imposée à Hollywood, de Memento à 21 grammes. Mais aucune œuvre n'a su recréer le rythme et la magie de l'original de Tarantino. 30 ans plus tard, Pulp Fiction reste toujours aussi populaire, suscitant débats, mèmes, visionnages répétés et théories. De la mystérieuse mallette à une danse improvisée, en passant par un personnage qui a volé la vedette en 2 jours seulement, ces petits détails insolites font la force du film. Quel est votre passage préféré? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et de vous abonner à la chaîne.